Ce podcast sera à PodBXL le samedi 6 juillet à Bruxelles. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live ? Venez au Festival du Podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur podbxl.be. Entrée gratuite. Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap Toi-même. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Cap Toi-même. Aujourd'hui, on fait la connaissance de Adrien qui, après avoir fait ses études de danse, s'est rendu compte que c'était pas du tout fait pour lui et qui a dû traverser un petit peu toutes les doutes, les questionnements des échecs, des erreurs, des rebondissements, des embûches et qui finalement, à chaque fois, s'est rendu compte que ça l'ouvrait vers de nouvelles portes. À chaque fois, ça le faisait traverser des profondeurs qui lui ont permis de vraiment trouver sa voie et vraiment trouver sa propre expression et son propre moyen de contribuer au monde. Donc je pense que c'est un podcast qui peut être super inspirant et je vous laisse le découvrir. Salut Adrien. Salut. Bienvenue dans le podcast Cap Toi-même. Merci. Ça me fait très plaisir. Donc on a eu ton frère il y a pas longtemps. C'est ça, exactement. Maintenant c'est toi. Ça y est. Donc ton frère Alexis qui était au micro pour parler de sa carrière de footballeur. Et la question aujourd'hui, comme d'habitude, c'est qui es-tu et que fais-tu actuellement en quelques mots ? Ouais. Alors moi je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, j'habite à Annecy. Et actuellement, j'essaye de vivre de mon art, qui est la danse et le stand-up, enfin le one-man show. Et actuellement, c'est en pleine fabrication de spectacles, en pleine production de spectacles. Donc voilà, on essaie de jouer à droite à gauche dans des comedy clubs, dans des grandes salles, faire des premières parties. Donc voilà, amené à beaucoup bouger, Paris, Lyon, Annecy. On vit un peu la vie de troubadour actuellement. Ok. Et quand tu dis nous, Alors c'est parce que du coup on a créé une compagnie avec des potes qui vise à faire des spectacles de musique, de danse et de théâtre et de comédie one man show avec moi. Ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour. C'est comment avoir le courage de faire ce qu'on veut vraiment faire quand on a 17 ans, qu'on n'a aucune preuve sur nos capacités, sur le marché, le futur du marché, etc. Comment c'était pour toi à 17 ans justement ? Alors à 17 ans c'était assez particulier. Je suis allé dans des études qui n'avaient aucun sens pour en tout cas ma carrière et en fait petit à petit j'avais la danse qui prenait de plus en plus de place dans ma vie où vraiment j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je pourrais pas en faire un métier parce que pour moi à l'époque c'était inimaginable de pouvoir en faire un métier surtout au niveau de l'art et en fait ça a été la grande question avec Parcoursup etc. C'était est-ce que tu veux être ingénieur ou est-ce que tu veux être danseur donc forcément la question elle était assez large on va dire. J'ai eu que 2 profs qui m'ont soutenu dans le projet de la danse. Sur tous les profs que j'avais au lycée, il n'y en a vraiment que 2 qui étaient super contents que je puisse avoir cette possibilité en danse, qui m'ont même encouragé à le faire. Suite à ça, j'ai passé une audition pour faire une formation professionnelle et j'ai été pris. C'était un peu la preuve que ça y est, je pouvais peut-être faire quelque chose de cette danse, de cette passion d'il y a 10 ans. Donc c'était mitigé à la fois parce que je voyais tous les potes aller dans des études à peu près normales avec Bac+2, Bac+3, etc. Il y avait le doute qui a été créé à cause des gens qui m'entouraient. Pour le coup. Mais inconsciemment, ils me mettaient pas la pression ou quoi, mais c'est juste que je voyais les parents commençaient à aller sur Parcoursup pour voir un peu ce qu'il fallait faire, les potes qui avaient déjà fait leurs vœux, qui me disaient plein de trucs, et moi je comprenais pas. Et ce doute-là, il s'est juste fait inconsciemment par l'entourage, mais moi de mon côté, j'avais juste un choix à faire de telles études ou la danse. Un courage assez moindre parce que je me mettais pas la pression tout seul. Je me disais pas j'ai le courage d'aller vers. Pour moi, c'était logique entre guillemets d'aller vers la danse, vers ce qui me plaisait le plus. Et ce courage, il a été un peu, même pas qu'un peu, beaucoup aidé par les parents qui m'ont dit « Ok, pourquoi pas ?» Et derrière, comme à l'audition j'ai été pris, ils m'ont dit « Ouais, ça vaut le coup. » Ouais, c'est un petit peu ce dont on avait discuté déjà avec ton frère, du support de vos parents. Ouais. Qui est hyper précieux, surtout quand on fait quelque chose qui est pas commun. Ouais, ça c'est clair. Mais malgré tout, même s'ils te soutiennent et qu'ils te font confiance, il y a quand même quelque chose où ils ont leur peur, ils ont leurs inquiétudes, les profs également. Comment c'était à toi à 17 ans ? Tu devais à la fois porter tes propres doutes à toi et puis celles de ton entourage. Comment tu te sentais et comment tu as eu le déclic de dire « Ok, je parie sur moi » ? Je pense que les plus gros doutes qu'ils ont pu avoir mes parents, c'est d'abord avec mon frère, parce que c'est le premier. Ils se sont dit « Oula, où est-ce qu'on va avec le foot ? C'est pas normal, enfin, normalement on fait pas ça. » Et comme ça a marché, heureusement que ça a marché, je pense. Parce que moi je suis arrivé derrière en disant « Bah pareil, je vais faire comme mon frère, mais pas comme mon frère, c'est encore moins sûr. »
soit je sais pas, c'est des parents géniaux ou inconscients, j'arriverai pas à savoir vraiment. En fait, d'abord il y a eu le premier déclic du frère où je me suis dit ah oui, il s'est fait confiance, ça a marché. Je vois comment mes parents réagissent au fait que ça a marché, comment ils sont fiers, comment ils se disent en vrai on a très bien fait de lui faire confiance. Donc je pense qu'il y a eu ce déclic là avec le grand frère de me dire ok, moi aussi je peux tenter, je pense. Et il y a eu le déclic aussi de j'avais quand même une famille qui venait me voir en spectacle de danse, etc. Et quand je leur ai dit que j'allais me lancer dedans, ils m'ont dit ah c'est une bonne idée, ah c'est pas mal. Ouais, j'avais besoin d'être rassuré quand même à 17 ans, je pense. Et avec ces deux choses là, avec les parents, mon frère et la famille même un peu plus éloignée, il y a eu ce cocon de bienveillance et tente-le, essaye. Alors que vraiment dans la famille, en artiste, on a une tati qui fait du théâtre avec sa troupe, mais à part ça, on n'est pas une troupe de troubadours, quoi. C'est vraiment des gens qui ont des métiers hyper sérieux, simples et vraiment artisanaux. Enfin voilà, quoi. Genre mon père, il est gérant d'un restaurant, bah voilà, c'est pas le premier à se dire je vais aller regarder quelque chose au cinéma, je vais aller au théâtre. Il est pas du tout plongé dedans. Et pourtant, c'est un pari qu'ils ont fait aussi. Et je pense qu'il y a eu le déclic aussi de ils me font confiance. Ok, bah faut que je me fasse je peux pas ne pas me faire confiance avec tous ces gens autour qui me font confiance. Je suis obligé de me faire confiance maintenant. Je peux pas faire demi-tour en disant tout le monde me fait confiance. Ah bah non. Il y avait un peu cet élan d'effet boule de neige de ils me font confiance, il y a le frère devant. Ok. Tous les feux sont au vert pour le tenter, quoi. Donc ouais, il y a eu ce truc d'entourage. Et comment on sait? Parce que à la fois là, le fait que ton frère il soit passé devant, il ait suivi sa passion, mais qu'il ait réussi, qu'il ait réussi, pas mais. Je pense que à la fois c'est inspirant et en même temps, en tant que deuxième, comment t'as vécu ça? Il y a la pression qui arrive derrière, sans être en compétition évidemment, parce qu'on faisait pas les mêmes choses. Mais ce truc de réussite, j'ai toujours eu moi de mon côté. Je sais que mon frère beaucoup moins. Mais lui il a réussi. Ok, à mon tour de réussir. Et encore, enfin voilà, déjà de se mettre la pression à 17 ans, de dire faut que je réussisse. Non, faut juste que tu kiffes, essaye d'être heureux dans ce que tu fais et de tout donner. Mais la réussite vraiment, d'avoir cet objectif de réussite, je trouve ça un peu dur de se mettre la pression directement pour réussir à 17 ans. Enfin, c'est pas comme si le fait de réussir à 17-18 ans, c'est bon, t'assurer une vie tranquille pour le reste de ta vie. Ça peut être une ligne directive pour toujours donner plus, etc. Mais le truc de réussite par rapport et là par rapport à mon frère ou quoi, c'était déjà une pression en plus qui était inutile en soi, parce que derrière il me soutenait aussi, parce qu'il savait que c'était différent, que c'était quelque chose aussi qui me tenait à cœur, tout comme lui ça lui tenait tout autant à cœur au foot, tout comme moi je l'ai soutenu en allant au match, etc. aussi, en le soutenant derrière avec la famille. Donc ça a été un peu un échange de se soutenir et de se donner un peu plus d'envie et de passion, et à chaque fois de se rendre compte que ok, lui il a réussi ça, ok, ça me donne envie du coup d'aller encore plus loin et de moi réussir ça. C'était boostant. C'était boostant de fou, ouais, c'est clair. Ah ouais. Et tu parles de réussite, c'était quoi ton image de la réussite à l'époque et puis maintenant? À l'époque c'était de pouvoir vivre de mon art, vivre de la passion. Du coup à l'époque c'était la passion, voilà. Vivre, ça veut dire quoi? En vrai, c'était en fait pouvoir être indépendant, pouvoir subvenir à tous mes besoins seul. Parce que encore une fois, l'exemple du grand frère, avec le foot, il pouvait louer son appart, il avait 16-17 ans. Il pouvait bouffer, il pouvait avoir sa voiture, enfin voilà, il était indépendant des parents. Pas dans tout, mais dans beaucoup de choses. Pour moi, c'était ça, d'avoir cette indépendance en faisant ce qui me plaît dans la vie, de pouvoir gérer tous mes trucs moi, de mon côté, sans avoir à embêter les parents, qui ou quoi. Et en fait, maintenant, en grandissant, c'est plus justement avoir le courage d'essayer tout ce que j'ai voulu essayer, sans avoir besoin d'être toujours là à demander de l'aide. Et quand même, en fait, c'est plus maintenant d'essayer de vivre convenablement en essayant de faire ma passion, c'est vraiment de faire mes projets, pas de stable, mais de viable. C'est de penser des projets et de faire des choses qui me plaisent, tout en faisant en sorte que ce soit viable. Comment toi t'arrives à mixer les deux en faisant ok ça me plaît et en plus c'est viable? Comment tu fais ça au quotidien? Alors, en vrai c'est un peu compliqué, parce que d'avoir ce truc de je veux faire mon projet tranquille, sans compromis, il va être parfait comme ça. Et tu te rends compte petit à petit quand tu le fais que tu as besoin de faire des compromis. Et ce truc-là, en fait, d'accepter les compromis, c'est un vrai travail sur soi-même, à se dire ok, il faut que je sois prêt à ce qu'il soit pas comme je l'avais imaginé, mais il peut être quand même parfait, mais d'une autre manière. Et il faut attendre que cette manière aussi arrive un peu petit à petit, en disant qu'il y a des trucs un peu extérieurs à tout ça. Une personne qui va t'aider, une autre idée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi pareil dans l'art, de s'inspirer de quelqu'un, ou que quelqu'un te donne une idée. Il y a beaucoup d'ego là-dedans, à se dire, d'oser mettre le coécrit avec, ou alors d'avoir ce mise en scène par. Il y a beaucoup ce truc d'ego de dire, non mais en vrai c'est quasiment moi qui ai tout fait. C'est one man show quoi. C'est ça, exactement, non mais c'est ça.
Et du coup, au fur et à mesure, te dire, mais en fait, non, je suis pas bon tout seul, faut que j'ai un regard, même un regard extérieur, c'est tout qu'on va dire, mais quelqu'un qui te regarde et qui te dit, ça, j'ai pas aimé, ça, j'aime bien, mais c'est un compromis, déjà de base, pour quelqu'un qui fait de l'humour et qui a un ego. De base, de se dire, ok, j'ai un compromis parce que quelqu'un est en train de me donner des conseils sur quelque chose que j'ai écrit, c'est hyper particulier, mais du coup, ça marche un peu dans tous les domaines. Il y a toujours quelqu'un au travail, dans la vie de tous les jours et tout, qui va te donner des conseils, qui va te donner un avis sur la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu gères ta vie, etc. Il y a toujours un regard extérieur en soi. Que tu prennes ou que tu prennes pas, c'est pas important. Mais la vie est là, au final. La vie va être donnée. Donc, c'est un truc avec lequel, inconsciemment, je pense que chacun on fait avec des compromis tous les jours, à prendre des avis, à s'adapter en fonction, à pas assumer qu'on a changé notre façon de vivre à cause de quelqu'un qui nous a fait une remarque ou quoi. C'est un truc qu'on fait tous les jours, en vrai. Et dans l'art, oui. Ce qui est encore plus chiant, c'est que du coup, dans l'art, surtout dans le stand-up, sur scène, c'est beaucoup le miroir de ce que tu fais dans la vraie vie. Et comme dans la vie de tous les jours, j'accepte facilement les remarques, les critiques, même les blagues qu'on fait, etc. Sur scène, je vois pas pourquoi ça devrait être différent, mais c'est juste qu'il y a un peu plus d'ego en plus, quoi. Sur scène, c'est moi, mais avec plus d'ego. Ok, donc là on a un petit peu divergé, c'est pas grave, c'est cool. Qu'est-ce qui fait que t'as osé faire le pas? On l'avait dit, c'est cette audition là que t'as passée, puis finalement qui a dit bah why not? Ouais, c'est ça. Ça a été le premier pas vers pas la vie d'adulte parce que du coup c'était une formation, donc ça restait encore un peu scolaire. Mais dès la formation, ça t'expliquait les rouages de la vie d'artiste en tant que danseur, la vie de la danse, le monde de la danse, comment ça fonctionnait, comment tu pouvais en vivre ou non, comment surtout tu pouvais galérer. Ça, on nous l'a bien dit aussi. Mais tant mieux, parce que franchement, il y a pas beaucoup de formations d'art qui te disent à quel point ça va être galère. On te vend le truc où on fait des super masterclass, des super chorés avec des chorégraphes hyper renommés, et on te prépare pas à ce qu'à la fin, bah, tu sois tout seul. Qu'on te dise, bah, allez, à toi maintenant. Donc ça peut être un peu brutal, et nous, je sais qu'on a eu quelques cours là-dessus où c'était hyper intéressant, où justement, en fait, on nous a préparé, et du coup, ça a créé vraiment des personnes avec qui j'ai pu être en formation, bah, des super amis maintenant, où il y a eu vraiment des gens qui avaient la dalle, quoi. Où c'était, ok, bah, à la fin, je sais qu'il va falloir, c'est les meilleurs qui vont pouvoir en vivre, faut y aller. Du coup, ça poussait tout le monde à en faire encore plus, encore plus, encore plus. Donc le premier pas, ça a été aussi d'abord dans la vie d'adulte, entre guillemets, et surtout aussi le premier pas dans la vie d'artiste, où c'était, tu vas t'en manger des échecs en fait. Il faut que tu te prépares à ça aussi. Donc violent à la fois oui et non, mais comme tu dis, avec le travail physique aussi qu'a mon frère dans le foot, moi il y a eu le travail émotionnel où, franchement, l'année de formation de danse, ça a été un an de découverte émotionnelle de mon côté, où je me suis rendu compte que je prenais grave à cœur le fait d'avoir un échec, que je savais pas ce que ça faisait encore, parce que les études, comme j'ai dit, les facilités, tout allait bien. En danse, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais super bon. J'étais parmi les meilleurs du coup de l'école où j'étais. L'audition, j'ai réussi direct. Donc là derrière, on te dit tu vas échouer. Ça fait mal. T'as 18 piges, tu sors du bac, tu dis bon bah je vais échouer quoi. Sortir directement dans des études où on te dit tu vas échouer, ça fait mal, mais par contre derrière, c'est vrai que pour le coup ils ont eu raison, ça m'a super préparé pour les auditions, les échecs, les castings, les échecs, recommencer, travailler plus fort, gérer ses émotions, utiliser ses émotions sur scène. Ça a été des trucs, ça a été une année qui, je pense, m'en a fait gagner 5 en vrai. Sur le plan émotionnel, c'était fou. Qu'est-ce que tu pourrais dire des choses que tu as appris sur la résilience avec tous ces temps-là? Je pense qu'il y a eu un truc de tu ne seras pas le plus fort. Déjà, tu te le mets en tête. Mais tu seras la personne qui, si tu travailles bien, sera le plus toi-même. Il a fallu surtout que je me dise qu'il fallait pas que je travaille pour être le plus fort, mais vraiment que je me ressemble à moi-même. Attends, je laisse juste. Tu peux répéter parce que franchement, c'est énorme ce que tu viens de dire. Tu peux redire? De pas être le plus fort, mais d'être le plus moi-même. De ressembler le plus possible à moi-même. C'était une réflexion à la fin de la formation qui m'était hyper claire. Mais au tout début de la formation, c'était tellement loin. Je savais pas du tout à quoi ça faisait référence. Mais en fait, surtout encore plus en danse où tu dois essayer d'avoir ta patte, ton style, pour qu'on te reconnaisse. C'est vraiment le pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre en entretien d'embauche. C'est clairement ça. Et du coup, bah en fait, moi, je voulais juste être le meilleur en danse. Alors que je maîtrisais que 3 danses en global. Et je voulais être le meilleur en tout. Et en fait, on m'a fait des réflexions sur ma danse en disant « Hey, ça c'est super ce que tu fais, faudrait vraiment que t'ailles dessus, quoi. » Et je faisais pas gaffe à ça. Je dis « Mais je m'en fous, moi je veux être meilleur en tout. » Et en fait, de juste avoir son style et d'y aller à fond et de se dire quand on voit quelqu'un danser « Ah, ça c'est lui », c'est le meilleur en fait.
Parce qu'un chorégraphe va te reprendre parce que je veux ton style à toi, je veux ta danse, je veux toi en fait. Et au-delà de la danse, petit à petit, tu commences à développer ta personnalité, ton style, et vraiment comment tu ressens les choses aussi de manière émotionnelle, etc. Du coup, tu te crées ton toi-même. Et d'avoir eu cette réflexion, je suis trop content d'avoir fait ces formations parce que dès avoir ça à 18 ans, en vrai, c'est hyper tôt, je trouve, parce que l'intelligence émotionnelle, ça arrive pas à tout le monde à 18 ans. Quand t'es encore dans les études d'ingénieur et tout, c'est pas une question auquel tu te poses. C'est clairement pas une question à laquelle, à la fin de la formation ou à la fin des études, tu te dis bon, alors du coup, émotionnellement, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Non, c'est bon, techniquement, est-ce que j'ai un travail? C'est plutôt ça. Donc au final, ça a été l'expression est très bateau, mais l'école de la vie finalement. Mais la résilience de tu n'auras pas que des réussites et émotionnellement tu vas prendre cher et cherche-toi toi-même avant de vouloir être meilleur que les autres. C'est génial parce que tu vois, genre le thème c'était est-ce que j'ai le courage de faire ce qui me plaît vraiment et de faire ce que je veux vraiment. Et en fait déjà la première chose c'est de se mettre soi-même comme objectif. Exactement. C'est exactement ça. En fait, finalement, on n'ose pas parce qu'on se met pas comme objectif. On met l'objectif d'être le meilleur du monde, de ceci ou de cela. Ouais. Alors qu'en fait, comme tu dis, le vrai courage, c'est d'oser être pleinement soi-même. Et une fois que ça devient notre objectif, là, je pense qu'on avance à un autre rythme. C'est ça, exactement. Ouais, c'est clair. Parce que en fait, tout devient plus logique. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est valable pour tous les métiers. On croit que l'art, c'est plus favorable dans l'art. Mais je me dis, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver leur voie parce qu'ils mettent pas de nuances dans ce qu'ils veulent. Et c'est valable dans tous les métiers. Et dans chaque métier, on peut amener de la nuance et on peut amener sa propre touche. Et plus on amènera sa touche, plus en fait on sera passionné par ce qu'on veut faire. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais ça marche direct. Mais puis je pense que ça se ressent directement aussi dans le travail et dans ce que tu fais au final. En disant oui, là je suis moi-même, là c'est bon. Je vais pouvoir être au maximum de ce que je peux donner en étant au maximum de moi l'humain, ce que je veux amener déjà. Ouais. Gros shift dans la société et on a besoin de passer là-dessus, de se dire comment je peux être la meilleure version de moi-même. C'est clair. Et après, finalement, les choses, elles vont s'organiser comme toi. D'ailleurs, je vais le respécifier. Donc, tu as d'abord fait de la danse et ensuite du stand-up. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, finalement, les choses s'organisent autour de toi, mais à chaque fois, quand tu es la meilleure version de toi-même, en tout cas que tu cherches et que tu tends vers ça, en fait, au final, peu importe l'activité que tu fais, tu vas y mettre ta touche et tu vas y prendre du plaisir. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Le poids du regard des autres, on a un petit peu abordé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire par rapport à ça? Oh, on va revenir un petit peu loin, mais c'est pas grave, ça va faire un peu la boucle par rapport au stand-up. On va revenir au collège. Parce que évidemment, je vais reprendre une phrase qu'une pote en stand-up avait sortie et je trouvais ça fabuleux. Elle a dit en primaire, c'est une personne métisse, et elle a dit en primaire j'étais juste une petite fille et au collège je suis devenue une petite noire. Enfin, je trouvais ça fou, c'est dans un de ses sketchs et du coup, moi ça a fait un peu ça, dans le sens où quand j'étais en primaire j'étais un petit garçon, un pote avec des amis, des gens avec qui je m'entendais moins bien, mais bon voilà, j'étais un petit garçon. Et au collège je suis arrivé en tant que petit roux quoi. Et du coup il y a eu les premières remarques, etc. Et l'autodérision, du coup est arrivée très vite en 5e, où j'ai compris que c'était une super arme pour me défendre et pour plus être le petit qui se fait harceler, mais être le petit rigolo en fait. Et être un mec cool qui rigole de lui-même en fait. Et un des premiers à le faire du coup au collège. Il n'y a pas tout le monde qui est apte à pouvoir rigoler de soi-même. Et du coup le premier regard des autres, il a été là-dessus. Il a été sur le collège, sur les blagues, sur le fait que je sois petit, lunettes, l'appareil dentaire évidemment, le fait que je sois roux, tout ça, parce qu'on était genre 2 dans le collège, du coup forcément, c'était plus que rare. Et mais après plus tard, du coup, ça a été au niveau, comme j'ai réussi à faire avec au lycée tout le long, avec l'humour, l'entourage des potes et tout ça s'est passé à côté. Et après, il y a eu le regard de la famille, où je vais commencer à plus me poser des questions sur mon avenir en fait. Mais comment je vais être vu dans la famille comme celui qui rate du coup? Est-ce que je vais être vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, le black sheep de la petite famille quoi? Est-ce que ça va être le seul qui, on sait pas ce qu'il va faire et ça marchera pas? Et il y a eu plus ça, pas au niveau des parents. Les parents ont toujours fait assez confiance, mais plus au niveau de la famille en global. Quand il y a eu les réunions de famille, c'était bon il y a le footeux, trop bien, ça a réussi pour lui. Puis il y a toi quoi, tu fais quoi en ce moment du coup? Parce qu'on sait pas trop là. Donc voilà, c'était ce regard-là, ouais, il a été un peu plus compliqué, mais maintenant je fais avec parce que du coup ils comprennent que c'est vraiment ça qui me fait du bien et c'est comme ça que je fonctionne. Et maintenant ils me redécouvrent parce qu'ils me parlent un peu plus. Après j'ai grandi, du coup voilà, j'ai plus Avant j'étais hyper introverti aussi, un peu timide. L'humour a fait que je me suis libéré et aussi avec le truc de émotionnellement se sentir un peu plus soi-même, ça a fait que je suis beaucoup plus libre de parler de certaines choses avec des gens de ma famille qu'avant. Et du coup, maintenant, ils s'intéressent vraiment à ce que je fais.
il me pose des questions, j'ai de quoi répondre, j'ai de quoi faire la discussion, etc. Donc maintenant, ce regard, il est beaucoup plus apaisé et ils sont plus en on va voir ce que ça va donner plutôt que oh, ça a pas l'air fou ce que tu fais. Ça a changé. Mais à l'époque, ouais, c'était peut-être que je me mettais tout seul en vrai ce regard, de me dire peut-être que en vrai je les déçois. Bah, de toute façon, au final, c'est nous. Parce que si moi j'en ai rien à foutre, Oui, voilà. Le regard n'existe pas au final. mais c'est toujours ça, on se rend compte que c'est toujours à l'intérieur de soi. Puis ouais, oui, c'est ça, oui, c'est une auto-pression qu'on se met en se disant mais c'est sûr, alors que eux ils y pensent rien, juste ils font leur vie et puis quand ils me croisent c'est super et puis voilà. Alors que nous dans notre tête on dit ouais ils nous croisent pour nous dire qu'on les a déçus quoi. Moi c'est une des plus grandes peurs, je pense que c'est la plus grande peur que j'ai, c'est de décevoir les gens qui m'aiment. Mais ouais non ce regard maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant ça va être le regard des gens, des spectateurs dans la salle où c'est bizarrement c'est un regard qui fait mal alors que c'est un regard d'inconnu. Mais c'est tout aussi puissant qu'un regard en fait d'une personne qu'on connaît parce que ça reste un regard sur quelque chose que l'on aime faire. C'est un avis sur ce qu'on aime faire. C'est une critique sur ce qu'on aime faire. Des fois, ce que je trouve qui est difficile quand on cherche sa voie, qu'on est dans le doute et tout ça, c'est les gens arrivent vers toi en disant « Et toi, tu fais quoi ?» Et tu dis ce que tu fais et t'as pas trop de réponse sur la finalité, justement. Enfin, ce serait quoi tes conseils à un jeune qui dit « Bah moi, je veux faire ça » puis ça paraît un peu fou pour son entourage. Enfin, moi, ce que je trouve hyper difficile, c'est de pas avoir de réponse. Tu sais, déjà t'es dans le doute, les gens te posent une question et t'as pas de réponse et t'es genre ah, c'est hyper inconfortable. Ouais, non, c'est clair. Moi, je sais que le premier truc que j'ai pu dire à mes parents aussi quand ils ont commencé, bon, c'était commencer à s'inquiéter, c'est un grand mot, ça va, ils demandaient juste comment ça allait se passer. Cette question, on me l'a posée quand même souvent mais ça va où, c'est pour faire quoi au final? Et souvent je répondais c'était pour faire quelque chose qui me plaît. Et le derrière mais est-ce que ça va marcher? Je répondais juste, bah ça dépend si je continue de me faire confiance. Et puis, on verra, en fait, tant que j'aurais pas essayé, je pourrais pas savoir si ça va marcher ou pas, en fait. Ce truc de essayer, et souvent, ce qui est assez drôle, c'est que quand je réponds ça, les gens, par rapport à mon âge, donc j'ai 23 ans si jamais, les gens me disent quand même, ah, c'est vrai que c'est l'âge pour essayer. Là-dessus, ça les rassure, bizarrement. Alors que, pour prendre un exemple dans le stand-up, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le stand-up après la trentaine, la quarantaine. Parce que justement, ils ont accumulé toute l'expérience d'avant en se disant, mais en fait, pourquoi je fais pas ce qui me plaît déjà de base dans l'humour? Enfin, genre, tant que justement t'essayes un truc qui te plaît, peu importe l'âge que t'as, c'est déjà courageux de te dire, bah, je vais essayer en fait vraiment de faire ce qui me plaît et pas de coller au code, etc. Donc, avoir confiance en ce qu'on fait, c'est une phrase très bateau, on a l'impression que c'est hyper simple, mais c'est hyper dur et faut quand même essayer de se faire confiance sur ses propres réflexions et après de se dire que de toute façon, il n'y a pas d'âge pour tester, faut essayer, tester avec un peu de recul aussi. À pas se dire que c'est un projet complètement fou et puis je tente tout, c'est un projet fou d'accord, mais je le tente, point. Je tente pas tout, toute ma vie va pas reposer sur un seul projet. Ça peut être un peu plus compliqué déjà. Puis habituellement les personnes qui font des réflexions là-dessus en disant que ça marchera pas, etc., c'est soit des personnes qui ont essayé et qui n'y sont pas arrivées, et du coup qui ont peur que ça ne marche pas non plus, ou juste des personnes qui sont fermées d'esprit, j'aime pas, mais juste qui n'ont pas assez de recul pour se dire que ça peut marcher ou que c'est intéressant. Ou en fait que le chemin est intéressant déjà de base, de prendre tout ce qu'il y aura sur ce chemin-là, ils n'ont pas encore le recul pour se dire c'est intéressant pour le coup. Ceux qui disent qui ont pas réussi et puis qui disent du coup ça va pas marcher, déjà c'est aussi à chaque fois questionner ça veut dire quoi pas réussir, parce que des fois les gens tu passes le premier obstacle, c'est bon, ça passe, tu te prends les pieds dans le deuxième, tu t'encoubles comme ils disent en Suisse et en fait c'est bon, t'arrêtes en fait et donc t'as pas réussi. Alors que souvent, les gens qui ont réussi, souvent ils disent c'est ceux qui ont osé essayer encore une fois de plus. Oui, c'est ça. Oui, de ouf. Proverbe de base un peu, c'est soit tu réussis, soit tu apprends. Dans la vie de tous les jours, le terme d'échec, il est hyper fort. Et les gens, souvent, quand tu parles d'avoir échoué ou de ne pas avoir réussi, c'est hyper dur. Ils disent, oula, qu'est-ce que tu vas faire du coup? T'as l'impression que t'as perdu ta vie. Si t'échoues une seule fois, c'est bon, tout est perdu. Et en vrai, quand t'es ado, ou en tout cas pré-adulte, c'est un peu ça. Quand tu vas je vais prendre l'exemple de la danse, quand tu vas dans le milieu de la danse, comme je l'ai fait et tout, t'arrives au bout de la formation et tu dis, mais en fait, c'est pas trop ça que je veux faire. Tu le prends comme un échec et tu dis, bah merde, je fais quoi du coup? J'ai loupé ma vie. Mais c'est ça, alors que t'as 18 ans. L'exemple est un peu bizarre, mais comme aussi la fin d'une relation amoureuse. T'as l'impression que la vie n'a plus de sens. En fait, c'est soit de la manque de prise de recul ou je sais pas, mais c'est comme tout s'effondre. Tout s'effondre et il n'y a plus rien à faire. Alors que je pense, moi, de mon côté, j'ai trouvé que le fait d'avoir échoué, ça m'a ouvert encore plus de portes. Dans le sens où, j'ai pas réussi. Mais en vrai, il y a tout ça encore derrière.
Alors que si j'avais réussi, je serais resté là-dedans. C'est le meilleur exemple, c'est si j'avais réussi vraiment dans le milieu de la danse l'année d'après la formation, ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Je serais resté dans le milieu de la danse. Sûr. Je serais resté dedans, à continuer à faire des dates, à faire que de la danse, que de la danse. J'en aurais eu marre au bout d'un moment, c'est sûr. Enfin, je vois certains potes et je me dis, bon, peut-être pas la vie que je veux. Et avoir échoué dans ce milieu, ça m'a amené à aller à la formation de One Man. J'aurais jamais pensé de ma vie faire cette formation si j'avais réussi dans la danse. L'échec de la danse m'a fait me découvrir moi et m'a fait aussi me découvrir une passion et vraiment un réel plaisir de jouer sur scène en faisant de l'humour. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et l'échec de la danse m'a amené vers la réussite de j'ai trouvé ce que je veux faire. Donc, en fait, ce qui est compliqué à l'école, c'est qu'on dédramatise très peu le fait d'échouer. T'es nul dans une matière, bah t'es nul. T'as échoué, tu es nul. Enfin, le système de notation, etc. Bon, voilà, on pourra en reparler, mais bon, c'est pas le meilleur pour prendre confiance en soi, en fait. Ouais, avant le bac, on est très peu amené à se confronter à un réel échec. À part peut-être pour des jeunes qui font du sport à côté, qui vont perdre des compétitions, etc. Qui, on va dire, forgent le mental. Bon, ça, voilà. Mais en tout cas, ça t'apprend à échouer. Mais le fait d'apprendre à échouer, c'est une notion très, très, très abstraite pour beaucoup de gens. Parce que échouer pour eux, c'est voilà, tout s'arrête. Hop, c'est fini. T'as échoué, c'est terminé. C'est même pas pour eux un apprentissage, même le chemin qui t'amène à échouer, pour eux, c'est même pas un apprentissage. C'est tout acheté en fait. Même le chemin qui t'a amené à échouer, c'est pas intéressant. Il y a en fait toute cette notion-là, ouais, je pense qu'elle est à déconstruire. Mais vraiment, pour le coup. Tu vois, ce que je trouve cool, et je me dis, pour les auditeurs, c'est vraiment à retenir, c'est quand on est focus sur un objectif et que ça fonctionne, bah du coup, on reste un peu focus sur une forme spécifique, et l'échec nous permet de questionner cette forme et de nous ouvrir des possibles et d'enlever nos œillères. C'est aussi les bénéfices d'un, entre guillemets, échec ou d'un apprentissage. Et justement, c'est une question que je t'ai posée en off, là, c'est... je sais plus comment je l'ai tourné, mais avec cette notion de finalité, est-ce que le chemin en vaut la peine, même si la finalité que tu obtiens, elle n'est pas celle que tu attendais ? Bah, pour le coup, ouais, en y réfléchissant bien, ouais, ma formation de danse, a été littéralement ça. C'était donner tous ses espoirs en disant je vais faire de la danse mon métier, et d'arriver à la fin et se dire bah en fait non. Et aborder un peu les études en se disant ça aussi, en se disant la chose suivante, c'est il faut que je me prépare, c'est peut-être pas là où je dois être. Arriver à cette finalité à la fin des études ou à la fin d'une formation et se dire il faut que je me prépare à me dire c'est peut-être pas ça que je dois faire. Et j'étais pas préparé, c'est clair. Ça a été une année après. C'était pendant le Covid aussi la fin de la formation. C'était très compliqué du coup. Mais ouais, en fait, tout s'arrête et vraiment c'est mais je pensais que j'allais être danseur et que c'était génial, que j'étais fait pour ça et que ça allait être ma vie. Et même en fait, la réponse c'est même pas les autres qui te l'apportent ou quoi, c'est toi tu dis bah en fait non. Mais pourquoi j'y ai pensé ? Enfin, pourquoi j'ai voulu ça en fait ? Et tout, ouais, voilà, encore une fois, le truc de tout s'écroule. Tu dis, mais en fait, faut tout refaire. Et après cette réflexion de tout, faut tout refaire, en fait, il y a plein de choses qui arrivent. Et là, ça redevient bien. Parce que là, du coup, direct, j'ai pensé, voilà, il y a eu la formation de One Man, du coup, ça allait vers ça, mais il y avait aussi formation de cascadeur. Toujours kiffé aussi, faire des acrobaties, des trucs et tout. Après, je me suis dit, mais peut-être aller plutôt dans la musique. J'ai toujours kiffé ça aussi. Dans le domaine un peu nature, etc., les animaux et tout. En fait, je me suis dit, mais en fait, je peux faire. Ça y est, maintenant, en fait, je suis libéré de ce truc de Adrien est fait pour être danseur. Je peux faire tout ce que je veux, en fait, du coup. Parce que j'ai prouvé que c'était pas ce que je voulais faire. Entièrement. Donc, il y avait un peu cette libération. Mais, avant tout, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était une chute. Vraiment, c'était tout s'arrête là. Et qu'est-ce que je fais ? je suis tombé, ouais, de haut pour le coup. Tu te dis, mais en fait, ça fait 10 ans que je danse pour arriver à ça. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as dû te délester d'une identité. Ouais, exactement. Que t'avais portée, et donc évidemment que tout s'écroule vu que c'était ton identité. Et donc t'es qui après ? Et je me dis, c'est encore une raison de plus de chercher à être soi-même, et que tout ce que tu fais autour, c'est un moyen pour tendre vers toi-même, parce qu'on est infini. Et voilà, et je pense que ça peut vraiment aider les jeunes en disant... Et en plus, surtout quand on a un profil ou un parcours atypique, on va tester plein de choses. On a besoin d'expérimenter. Et donc, en fait, on va faire un petit peu des slaloms, des virages, tout ça. On va pas aller tout droit. Et en même temps, bah, il y a que des courbes dans la nature, il n'y a pas de ligne droite. Et j'ai envie de dire, je suis sûre que ça t'a apporté énormément de choses d'avoir fait quelque chose. Puis en plus, au moins, tu sais que c'est pas ça.
mais d'avoir fait la danse, cette école de danse. Ouais, mais par contre, avec le mental d'un ado un pré-adulte de 18-19 ans, tu t'en rends compte pas tout de suite. En fait, pour toi, c'est juste un échec qui est arrivé et tu dois faire autre chose. Alors que 2 ans en arrière, tu te dis, mais en fait, par rapport à d'autres, ça va, en fait, mentalement, émotionnellement, en fait, je me gère parce que j'ai vécu tout ça et je suis prêt à affronter la vraie vie et parce que cet échec m'a apporté tout ça. Mais le fait de perdre son identité, ouais, c'est ça, en fait, je suis passé de Adrien danseur à Adrien mec lambda. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et après, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je peux devenir le Adrien que je veux et sans avoir cette étiquette, ouais, Adrien, il est danseur. Paf, hop, c'est bon, tu l'enlèves plus. Petite anecdote dans le truc. La directrice de formation de danse, à la fin de l'année, il faut qu'elle te fasse un petit débrief pour savoir un peu où aller, quoi. Et moi, elle m'a clairement dit, bon, la danse, Adrien, il y a encore quelque chose à faire, mais t'es marrant. Le super feedback. Sur le coup, ça a dû te faire plaisir. Voilà, et du coup, j'étais là, d'accord, mais du coup, au niveau de la danse, on en parle où? Je te jure que le déclic, c'est parti de là. Où je me suis rappelé ce débrief et je me suis dit, en vrai, c'est vrai que je suis marrant. Et du coup, c'est parti pour l'école du One Man. Parce que là, on le dit avec le recul et tu sais ce que t'as fait après. Mais j'ose même pas imaginer ta tête. Sur le coup, oh là là, mon Dieu. Bah ouais, ah ouais, 1 an pour s'en remettre, quoi. Mais ah ouais, non, c'était cash. Bon, elle était sincère et cash, ça j'ai bien senti. Mais ouais, non, c'était particulier comme entretien de fin de formation. Du coup, t'as fait un mix des deux aujourd'hui, danse et stand-up. Et donc, c'est pourquoi le mix des deux et aussi à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Alors, le mix des deux, parce que du coup, la danse pas entièrement, parce que j'ai du mal à exprimer des sentiments profonds et tristes à travers la danse. J'arrive beaucoup à exprimer des sentiments heureux, de joie, de volupté, tout ça en danse. Et en humour, c'est l'inverse. En fait, tout ce qui me rend triste, j'essaye au moins d'en faire quelque chose de drôle pour les autres. Bah, ce mix des deux, il est parfait, parce que du coup, sur scène, j'exprime tout. Je veux pas, c'est pas qu'en fait, les gens avaient l'impression un peu que je mentais sur qui j'étais sur scène. En disant, mais tu montes pas ça. Juste en stand-up, je monte pas tout. Juste en danse, je monte pas tout. Et ben, on combine les deux. J'adore parce que c'est encore une fois un exemple comme quoi, de nouveau, cette notion d'absolu, c'est pas forcément dans un domaine ou un moyen ou une voie que tu vas tout exprimer de toi. Et donc, pouvoir faire même plusieurs choses, et ben c'est chouette parce que ça te permet d'avoir plusieurs endroits pour exprimer ce qui est toi. T'as créé ton propre langage. Ouais, pour le coup, ouais. Et donc, du coup, ça amène la question. À quoi elle ressemble ta vie aujourd'hui? Je vis un peu de dates à droite à gauche en danse et en humour. Et en humour, ça commence tout juste. Notamment, là, on va faire 2-3 dates pour des premières parties ou le premier spectacle, comme j'ai dit, qui normalement devrait être en septembre. Parce que du coup, on a lancé la compagnie avec les potes, etc. Donc ça se lance mes projets. Parce que jusque-là, j'ai eu beaucoup de mal du coup à être pris dans des projets d'autres personnes qui me trouvaient pas assez. Du coup, moi, je me suis dit, autant faire un projet où moi, j'aime travailler avec moi-même. Au niveau de la danse, ça va. On fait quelques trucs super cool. En ce moment, on fait aussi la tournée des EHPAD pour faire des spectacles justement un peu court forme. Donc ça, c'est super, c'est trop bien. C'est un des meilleurs publics, c'est génial. Les retours sont fous. Tu vois que ça fait vraiment du bien pour le coup. C'est trop bien. Et à côté de ça, avec l'humour, je me rapproche un peu plus de ma génération. Et c'est trop cool. Et à côté de ça, du coup, quand c'est des mois un peu plus compliqués, je fais de l'intérim. Et c'est super cool. Ça aussi, pour le coup. C'est trop bien. C'est vraiment, tu travailles 2 semaines, hop, après t'as tes dates d'artiste, hop, tu peux retravailler 1 semaine. Pour l'instant, c'est le meilleur combo que j'ai pu trouver. Et au niveau même financier, je m'en sors. Mais j'aimerais faire en sorte que maintenant ça puisse être uniquement l'art. Mais bon, ça met du temps à se lancer, c'est normal. Ça va faire même pas quelques mois qu'on a lancé la compagnie. Donc forcément, c'est normal que ça se lance au début. Et voilà, après l'objectif, ça va être là de tout de suite de trouver un appart pour pouvoir enfin, entre guillemets enfin, mais être indépendant, prouver que ça marche, me prouver à moi-même que j'ai bien fait de me faire confiance, que je sois fier de moi, que mes parents soient fiers de moi, même s'ils le sont tout le temps, mais d'avoir enfin cette étiquette de c'est bon. Regardez, il a réussi quoi. Réussi encore entre guillemets, mais en tout cas, il est allé au bout de ce qu'il voulait faire. Et comment tu peux avoir cette reconnaissance et cette fierté de toi-même dès aujourd'hui? Bonne question. Dès aujourd'hui. En fait, je pense que je serai fier quand mes parents seront fiers. C'est très bizarre à dire. Et peut-être, du coup, pas super en termes de self-care, on va dire. Mais ouais, en fait, je vois à travers ce projet-là de la compagnie que mon père commence à reprendre espoir un peu de ça va quelque part, c'est trop bien. Parce qu'il est à fond dedans aussi, en fait. Quasiment des fois plus que moi. Du coup, c'est trop cool de me dire, je reviens un peu dans les espoirs de mes parents de ça va marcher. Et maintenant, moi, le truc de me rendre fier, c'est malgré tout, parce que je pourrais faire, je pense, une série Amazon sur tous les échecs que j'ai eus. J'en ai eu pas mal. Et
d'avoir continué. Je pense que même là aujourd'hui, je suis fier de moi de me dire, malgré tout ça, je continue quand même d'en rire, d'avoir du recul dessus, de pouvoir faire rire les autres avec mon histoire un peu triste. C'est trop bien. Et d'être fier de ça en fait. Ouais, en vrai, je peux déjà être fier, je pense, là-dessus, de me dire j'ai réussi malgré tous les barrières, tous les stops qu'on a pu me mettre ou quoi, toutes les redirections, tous les avis qu'on m'a dit non mais arrête, faudrait mieux. J'ai continué. C'est en train de prendre forme, c'est en train d'être concret. Et j'attends juste une chose, c'est que tout le monde s'en aperçoive, quoi. Avec mes frères, on lisait un manga qui s'appelle High Shield 21 sur le football américain. Et à un moment donné, ils disent t'as 3 types de joueurs. T'as ceux qui tombent et qui restent au sol. T'as ceux qui tombent et qui mettent quelques minutes à se relever. Et t'as ceux qui tombent et qui se relèvent direct. Et je me dis, j'essaye toujours de le garder en tête. Quand je tombe, je dis allez vas-y remonte et puis on y va et je perds pas de temps à me dire je suis tombée. Tu vois? Et ça, chapeau quoi, tu tombes, tu relèves, tu tombes, tu relèves. C'est une des plus belles qualités, je pense, qu'on peut avoir dans la vie parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Comment tu vivrais les choses aujourd'hui si t'avais pas cette pression temporelle de te dire là, j'ai 23 ans, il faut que je trouve quelque chose ou il faut que je me stabilise. Si t'avais jamais à te stabiliser en fait ou si t'avais jamais à avoir quelque chose de structuré, comment ce serait pour toi? Oh waouh, ce serait super. Ce serait vachement plus agréable dans la vie de tous les jours. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette pression de me dire faut que je perce hyper jeune. Je sais pas, c'est venu peut-être parce que mon frère a réussi hyper jeune et je me suis toujours dit mais ce serait trop bien là qu'à 17-18 ans, c'est bon. En ce moment, je vis beaucoup plus depuis la formation de danse, je vis beaucoup avec des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont pour la plupart entre 26 et 32-33 ans. À chaque fois, ils me disent c'est bien que tu commences dès maintenant à vouloir essayer ce genre de trucs. Parce qu'ils ont des expériences et des vécus qui leur ont dit que en fait, ils auraient dû le faire beaucoup plus tôt. Du coup, je pense qu'inconsciemment, il y a cette pression de me dire j'ai de la chance de pouvoir le faire aussitôt. Donc, faut en faire quelque chose maintenant. Ouais, la pression temporelle, c'est clair. Mais si elle y était pas, mais alors, trop bien. Parce que je prendrais plus le temps, encore plus de m'écouter, même si c'est déjà pas mal le cas, mais encore plus. Et de moins me comparer à l'âge des autres et à leur réussite. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients de cette pression temporelle que tu te mets aujourd'hui? L'avantage, c'est que ça m'a donné beaucoup de coups de pied au cul à faire des auditions, à tenter des choses qui, derrière, ont marché. Sans cette pression, j'aurais jamais tenté, je pense. Et l'inconvénient, c'est que c'est hyper malsain, c'est que des fois, c'est mon moteur, en fait. Et je sens que c'est pas le bon moteur. Et en quoi c'est un problème si c'est ton moteur? Dans le sens où faut que ça vienne de moi, pas de me comparer aux autres et au temps, en fait. Dans le sens où faut que je le fasse parce que j'ai envie de le faire. Parce que ça me sort des tripes, quoi. C'est un moteur d'une chose que je maîtrise pas. Et j'aimerais juste que le moteur soit quelque chose qui vienne de moi, que je maîtrise. Que ce soit un moteur que je puisse contrôler, pour le coup. Que je puisse me dire, ok, là, faut vraiment que j'y aille. Ok, là, peut-être ralentir pour prendre plus de temps. Là, en fait, je pense que le moteur de l'âge, c'est que je peux pas le ralentir. Si je veux prendre du temps pour moi, pour ralentir, pour avoir un peu de recul sur mon travail, ou me poser et me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Avec l'âge, je prends pas le temps. Parce que les jours passent, en fait. Rien que de prendre une semaine pour retravailler un texte, je suis en mode, je perds du temps. C'est pas bien. Alors que c'est hyper essentiel. C'est hyper essentiel. Mais c'est intéressant parce que avec tout ce qu'on a échangé là, je me dis, il y a cette motivation intrinsèque qui est forte, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la pression temporelle, elle prenne autant de place ou plus de place que l'autre? Ah, je pense parce que je pense que j'ai pris un coup avec les 22-23 ans. Très bizarre à dire. La crise des 23 ans, mais vraiment, quelques années en arrière, j'ai l'impression d'avoir 18-19 ans, quoi. Genre, c'était juste là et je me suis dit, oh, j'arrive à 23 ans, j'ai toujours rien fait artistiquement. Alors que ça fait des années que je suis dedans. J'ai eu en tout cas l'impression de pas avoir fait tant de choses que ça. Alors qu'en vrai, bah si, hein. Enfin, j'ai pris beaucoup d'échecs dans la gueule, tout comme j'ai fait des projets super cool, et tout comme je me suis formé de manière incroyable, et tout comme je me rends pas compte, mais ça y est, je suis mentalement et psychologiquement, je suis formé pour affronter tout ce qui est possible en fait. Donc en vrai, ça a peut-être pris du temps, mais là je suis en train de le voir, tout est en train de, comme on a dit, c'est le chemin logique une fois que c'est tout bon, tout est en train de s'enclencher petit à petit, et c'est logique. Tout va aller de plus en plus vite, et je le sens, et ça fait beaucoup de bien, de plus avoir ce truc temporel aussi, qui est en train un peu de contrebalancer et de disparaître petit à petit, il disparaîtra jamais entièrement. J'ai toujours cette pression du temps qui avance et tout ça, c'est même dans mes textes, donc j'en parle vraiment tout le temps, mais faut que ce soit là. Mais ouais, comme tu dis, il faut pas que ce soit le principal moteur. Enfin, faut pas que ce soit non plus du 50-50. Quoique, des fois ça pourrait aider. Je pense que la sagesse aussi, c'est un peu ça, c'est de se dire que ça va aller parce que tout est en train de s'enclencher. Ça va aller parce que j'ai fait tout le travail avant
pour que là, ce soit plus simple. Tout le travail dur a été fait avant pour que ce soit plus simple. Comme pour un texte, t'écris tout, tu charbonnes comme pas possible, et quand t'es sur scène, c'est le moment simple en fait, c'est le moment de kiff. Très belle transition pour te demander qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Adrien de 17 ans. Très bateau. Crois vraiment en ce que tu veux. Crois en ce que tu veux et en vrai n'abandonne pas et ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer parce que 17 ans c'était les doutes quoi. Ouais, ce serait ça et continue de bien t'entourer. J'ai toujours eu la chance de trouver des potes incroyables qui sont encore des potes aujourd'hui et c'est que des gens aussi pareils. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est des gens aussi toujours qui sont dans la réussite, ils ont échoué, ça c'est pas grave, ils essaient autre chose, tout le temps. Donc continue, garde ces potes là et continue d'avoir ce genre d'entourage. Ouais. Donc bien s'entourer, croire en soi et ne pas abandonner parce que de toute façon le puzzle s'assemble et puis en fait c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, petit à petit les pièces tu vas les trouver, ça va faire un truc super. En tout cas, un grand merci déjà pour tout ce que tu as partagé, pour ta vulnérabilité aussi. J'ai trouvé que des fois, tu avais partagé des choses qui étaient fortes et c'est précieux, donc merci. Mais c'était trop cool, hyper agréable, c'est trop bien. Tu nous tiendras au jus, puis je vais mettre en description tout ce que tu fais. Comme ça, les gens, ils peuvent te retrouver. Donc c'est quoi, où c'est qu'on peut te trouver ? Alors, ce sera la compagnie Barmat, B-A-R-M-A-T, qui est le sigle de bon à rien, mauvais à tout. Ok. Voilà. On embrasse le papa et c'est son expression. Et du coup, moi, sinon sur les réseaux, c'est Adri avec 3 A. Alors, j'espère qu'au moment où le podcast sort, je me serai occupé des réseaux. Je suis pas très fan de ça. J'aime pas trop m'occuper des réseaux, mais bon. Et voilà. Ok, super. Bah, je mettrai tout ça en lien et puis merci à toutes. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère qu'il t'aura plu. Ce que je retiens avec Adrien, c'est que finalement, il y a derrière chaque pseudo-échec, il y a une ouverture vers un infini de possibles et que chaque déconvenu peut t'amener à mieux trouver ta voie, à mieux définir ce qui compte pour toi et à aller explorer plein de nouvelles choses. Donc, si tu as aimé cet épisode, je te laisse laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Nous, ça nous aide énormément à mieux faire connaître le podcast et donc à inspirer d'autres jeunes. Et puis, on se retrouve une toute prochaine fois dans le podcast Cap Toi-même. À bientôt!